Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. 9 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président du Faso. Les diplomates s'engagent ainsi à maintenir les relations d'amitié et de coopération qui lient leur pays d'origine au Burkina Faso. C'était ce matin au palais de Kossiam donc et dans l'après-midi, Michel Kafando a reçu l'ensemble du corps diplomatique au palais pour des échanges qui ont tourné autour de la situation nationale avec les échéances électorales en perspective. Et puis, c'est dans la perspective d'une justice pour le juge Salif Nebié que le syndicat des magistrats du Burkina a tenu une conférence de presse ce jour à Ouagadougou tout en récusant le rapport du médecin légiste français. Il est impératif pour eux que la lumière soit faite sur cette affaire. En réponse, le procureur du Faso a également convoqué la presse cet après-midi même. Si vous avez de l'électricité en ce moment et que vous nous suivez, vous n'êtes donc pas touché par la panne survenue sur des installations de la Sonabel dans la province du Tuy. Ces installations permettent à certains quartiers de la ville de Ouagadougou de bénéficier du courant, mais voilà, ceux-là en sont privés depuis hier. Explication à suivre dans ce journal. L'ensemble du corps diplomatique reçu au palais de Kossiam, c'était il y a quelques heures, en début d'après-midi de ce vendredi 22 mai. Michel Kafando a dans le même temps nourri des échanges sur la vie de la nation avec les chefs d'organisations internationales et interafricaines résidant au Burkina. C'est une rencontre pour nous, suivie par Touoboum Evelyne Dabiré. Dans son exposé face au corps diplomatique, le président Michel Kafando a rappelé le cheminement de la transition. Si certains actes comme la mise en place de la Commission nationale de réconciliation a été accepté de manière pacifique, d'autres actes, tels les interrogations ou les arrestations de certains anciens dignitaires du régime déchu, la relecture du code électoral, ont créé un sentiment d'exclusion au sein de certains partis politiques. Un point d'achoppement non fondé selon Michel Kafando, qui explique. Lorsque vous avez affaire à un changement de cette nature, c'est une rupture insurrectionnelle, il vous est difficile de ne pas tenir compte de la volonté de ce peuple qui s'est mis en insurrection pour demander un changement. C'est vraiment difficile. J'ai cité même des cas dans l'histoire où quand la révolution est passée, on n'a plus rien vu. Mais nous, la révolution est passée, il y a eu ce code électoral, mais nous avons eu la sagesse de faire comprendre que nous pouvons mettre de côté certains dignitaires de l'ancien régime qui ont poussé à bout pour l'adoption de ce fameux article 37 qui devait proroger le pouvoir de l'ancien président. Tous ceux-là qui n'ont pas compris que le peuple, après 5 marches successives à Ouagadougou, la dernière marche ayant fait sortir plus d'1,5 million de personnes à Ouagadougou pour dire non, stop. Tout cela qui n'ont pas eu la sagesse de comprendre qu'il faut respecter le peuple. Bon, il est difficile que ces personnes-là, allègrement, reviennent dire bon, parce que nous sommes libres, nous allons encore aller aux élections avec les autres. C'est, du point de vue logique et de la justice, je pense que vous devez comprendre cela. D'autres points, comme les difficultés financières que rencontre la transition, ont été évoqués. Nous sommes venus, il y a eu l'an passé une forte médiatisation d'une enveloppe qu'on aurait mise à la disposition des femmes, en tout cas pour celles qui veulent faire de l'entrepreneuriat. On a parlé de 5 milliards. Bon, mais quand nous sommes venus, en fait, ces 5 milliards, il n'y avait rien. En réponse, le représentant des ambassadeurs et celui des responsables d'institutions internationales et interafricaines ont de concert formulé le vœu de voir le climat apaisé qui prévaut actuellement au Burkina exister durant la campagne politique à venir. Puis, ces allocutions ont fait place à des échanges directs et à huis clos entre le président Michel Kafando et le corps diplomatique. À leur sortie, les diplomates s'expriment. L'échange d'aujourd'hui avait pour objet de passer en revue tous les éléments qui sont relatifs à la conduite de la transition, tant dans ces aspects qui visent les aspects de sortie de la transition, c'est-à-dire la préparation des élections de fin de la transition et tout le dispositif qui est mis en place pour arriver à une bonne organisation du scrutin, mais également tout ce qui concerne la conduite normale de l'administration publique et de la conduite du développement, tout en mettant en œuvre les réformes
que le gouvernement a mis dans son programme de la transition. Cette rencontre jugée nécessaire par le président permettra d'informer les institutions qui soutiennent la transition de la volonté du gouvernement d'atteindre la finalité visée par l'insurrection populaire d'octobre dernier, à savoir l'instauration d'une démocratie véritable au Burkina. Ce fut une journée bien chargée au palais de Kosiam. Quelques heures avant cette rencontre, le président du Faso a accepté les lettres de créance de 9 nouveaux ambassadeurs. Désormais accrédités, ces diplomates ont pour mission d'entretenir et de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre leur pays d'origine et leur nouveau pays d'accueil qu'est le Burkina. Présentation de ces nouveaux ambassadeurs avec Ernest Kambiré. Ana Maria Chango Torreblanca est la première personnalité à présenter ses lettres de créance au président du Faso. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou, elle est née le 17 juin 1962 à La Havane. Diplômée en relations internationales, Ana Maria Chango Torreblanca parle français, anglais et russe. Né le 24 mars 1957 à Alger, Mohamed Enseur est le nouvel ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Burkina Faso. Mohamed Enseur est un diplomate chevronné à la lecture de son parcours professionnel. Avant sa nomination comme ambassadeur, Mohamed Enseur était jusqu'ici directeur des relations bilatérales à la Direction générale Afrique au ministère algérien des Affaires étrangères. Diplômé en études internationales de l'école diplomatique de Madrid, José María Matres est accrédité ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako, au Mali. Le quatrième ambassadeur qui a présenté ses lettres de créance ce matin au président du Faso, Michel Kafando, est Abdel Akrim Ewada de la République de Palestine. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, le nouveau diplomate de l'État de Palestine auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako au Mali est marié, père de 2 enfants. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Burkina Faso est Mohamed Ould Mekal. Professeur d'enseignement supérieur, il est titulaire d'un DEA et d'une maîtrise en philosophie. Lieu de résidence, Bamako au Mali, où il occupe également les fonctions d'ambassadeur auprès du Mali. Thomas Lietscher est désormais à la tête de la représentation diplomatique de la Confédération suisse auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ingénieur agronome, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès du Burkina Faso est âgé de 61 ans. Le 7e diplomate à qui le palais de Kosiam a déroulé le tapis rouge est coréen de nationalité. Hong Chong-pyung, que voici, est le nouvel ambassadeur de la République de Corée auprès du Burkina avec résidence à Dakar au Sénégal. Cyprien Miali, quant à lui, est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Roumanie auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. Après avoir participé à plusieurs projets scientifiques dans son pays, la Roumanie, et à l'Agence universitaire de la francophonie, le voici désormais diplomate. Né le 18 septembre 1959 à Oslo, en Norvège, Madame Edge Edberg est le nouvel ambassadeur de la Norvège auprès du Burkina Faso. Et c'est à ce titre qu'elle vient présenter ses lettres de créance au président du Faso, Michel Kafando. Voici à présent un exemple de partenariat qui porte des fruits et pas des moindres puisqu'il vaut la bagatelle de 17 milliards de francs CFA. La Banque mondiale finance ainsi le projet d'autonomisation des femmes et leur accès à la santé. Le Burkina ne fait pas l'exclusivité puisque le projet est commun à d'autres pays sahéliens. Comment sera utilisé le montant alloué au Burkina? Evelyne Touabouam d'Abiré nous répond. Par ces différentes signatures, la Banque mondiale met à la disposition du Burkina Faso un montant de 34 800 000 $ US, soit plus de 17 milliards de francs CFA.
Une somme destinée à améliorer, entre autres, l'accès des femmes et des filles à la santé reproductive. Dans ce projet, la question de la demande reste fondamentale et nous devons travailler à renforcer cela. Et donc nous aurons beaucoup d'actions au profit des populations. L'autre aspect aussi que nous allons regarder, c'est la disponibilité des produits. Parce que sans produits, il n'y a pas de programme pour les femmes, il n'y a pas de programme pour les adolescents et les jeunes. Et l'autre aspect maintenant, c'est de voir comment le développement des politiques va intégrer les résultats obtenus et vraiment axer sur les besoins des populations. Sous forme de dons et de prêts, ce montant vient pallier d'une part l'insuffisance financière de la mise en œuvre des politiques gouvernementales dans ce domaine et marque d'autre part le respect d'un engagement pris. La promesse a été faite qu'on va faire quelque chose pour les femmes du Sahel. Ça va combler le gap de financement que le gouvernement a pour résoudre les problèmes des femmes, les problèmes des filles et le problème de dividendes démographiques au Burkina Faso. Prévu pour durer 5 ans, ce projet prendra fin en juin 2019 et sera placé sous la tutelle du ministère de la Santé. D'autres projets sont également soutenus au Burkina Faso par la Banque mondiale, à l'image de Bagrépol et le pôle de croissance du Sahel. Merci Tambon, la représentante résidente de l'institution, est allée faire le point de son implication dans ces projets au Premier ministre. Un point positif puisque la productivité s'est même accrue à Bagré. Et nous finançons le projet Bagrépol à plus de 100 millions de dollars. Le chef de projet de Bagrépol est ici pour une mission d'évaluation, une mission de supervision. Il est à la fin de cette mission et donc nous sommes venus rendre compte de notre évaluation de l'exécution du projet. Et je peux dire que le taux d'exécution est élevé, nous sommes satisfaits de ce qui se passe à Bagrépol. On a augmenté la production de riz par exemple et maintenant il y a suffisamment de riz qui peut être au marché. Donc c'est la vente de ces produits qui pose problème maintenant. Et on a discuté ça avec le Premier ministre qui a dit que les produits vont être achetés. Nous avons aussi discuté le niveau de préparation du pôle de croissance du Sahel. L'équipe est avec moi. On a donné actuellement c'est là où nous sommes avec la préparation qui va très bien aussi. Et nous espérons que d'ici octobre, le projet serait prêt pour présenter à notre conseil d'administration à Washington. Et la représentante résidente de la Banque mondiale était interrogée par Moumouni Soubaïga. De son côté, le Bureau international du travail accompagne le ministère en charge de la jeunesse dans sa lutte contre le chômage et le sous-emploi de cette frange de la population. Des experts se penchent en ce moment à Ouagadougou sur un guide qui va permettre de mieux prendre en compte la question dans le référentiel du Burkina en matière de développement qu'est la SCAD. Marguerite Douagno-Sou, reportage. La question de l'emploi, bien que considérée comme une préoccupation majeure par le gouvernement burkinabé, ne bénéficie pas encore d'un budget réel. Il est donc temps de rectifier le tir en prenant en compte l'emploi dans le budget national de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. La plupart des appuis qui concernent les emplois sont le plus souvent initiés par des projets des programmes extérieurs et il y a lieu de s'interroger si à la fin de ces projets, la question de l'emploi va encore occuper la place qui devrait être la sienne. Et à ce titre, je pense qu'il est grand temps que l'État puisse intégrer dans son budget des fonds subséquents qui puissent lui permettre véritablement de donner, j'allais dire, une suite plus que favorable à cette question, n'est-ce pas, qui préoccupe l'ensemble de la jeunesse. L'atelier de ce jour, organisé avec l'appui technique du Bureau international du travail, devrait proposer un outil qui servira de guide pour accompagner le gouvernement pour l'intégration effective de l'emploi dans le budget national. Il y a des outils qui sont développés, tels que par exemple les cas de dépenses à moyen terme sectoriels, des budgets programmes, également d'autres types de mécanismes qui sont élaborés aujourd'hui en matière de budgétisation, mais qui n'intègrent pas suffisamment la question de l'emploi. Et donc nous sommes en train de travailler avec deux pays,
qui nous considérons comme étant des pays pilotes aujourd'hui, c'est le Burkina Faso et la Zambie, pour préparer des documents de budgétisation essentiellement centrés sur l'emploi, qui vont prendre en compte les deux dimensions. D'abord, comment renforcer un ministère en charge des questions d'emploi à travers une gestion axée sur des résultats avec des ressources. C'est donc un guide qui servira également pour le plaidoyer auprès des autres pays africains dans la recherche de solutions à l'épineuse question du sous-emploi et du chômage des jeunes. Et dans la lutte contre la désertification, le Burkina Faso approuve la création d'une agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Voulue par les parties prenantes au projet depuis 2010 à N'Djamena, la convention sera ratifiée par le Burkina, en a décidé le Conseil national de la transition. Le projet de loi portant ratification de la convention a été adopté à l'unanimité ce matin même. Les précisions de Ini Walkoy, Janine Kambiré. En attendant sa participation à la prochaine conférence des chefs d'État membres de la CENSAD, qui aura lieu en juillet à Nouakchott en Mauritanie, le Burkina ratifie la convention portant création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, adoptée à N'Djamena le 17 juin 2010. C'est à l'unanimité des 73 votants que les députés du Conseil national de la transition ont adopté la loi portant autorisation de ratification de cette convention. Vous savez que d'ici le mois de juillet, il y a une instance statutaire très importante qui se tient, la conférence des chefs d'État des États partis à la convention. Ce n'était pas bon que 5 ans après l'adoption et la signature de la convention, que le Burkina aille à cette rencontre à Nouakchott sans avoir ratifié cette convention. Une requête de financement est adressée à l'UEMOA à hauteur de 4 milliards de francs CFA pour le Mali, le Niger et le Burkina. La ratification de cette convention permettra à notre pays d'élargir ses opportunités de mobilisation des ressources et de parachever ainsi son engagement à lutter efficacement contre la désertification. En rappel, le projet d'édification d'une grande muraille verte allant de Dakar à Djibouti a germé lors de la 7e session de la CENSAD qui s'est tenue à Ouagadougou en juin 2005. Et c'est également à l'unanimité que les membres du CNT ont adopté la loi organique portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice et procédures applicables devant elle. La session parlementaire intervenue dans la soirée d'hier a aussi permis l'adoption de la loi portant Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso. Retour sur cette actualité avec Nathalie Savadogo. Adopté. C'est à l'unanimité que la loi portant modification du Code général des collectivités territoriales au Burkina Faso a été adoptée. L'ancien code présentait des insuffisances et des lacunes, d'où sa révision. Il y a un état des lieux de la décentralisation qui est en train d'être fait et cet état des lieux devrait permettre après un diagnostic du fonctionnement des collectivités territoriales depuis quelques années que nous puissions envisager les corrections qui s'imposent, mais en tout cas à bonne date, après avoir fait ce travail préalable donc de diagnostic. Il en est de même pour la loi organique portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de justice. Elle a été, elle aussi, votée à l'unanimité. Cette loi organique n'a jamais été mise à l'épreuve de la pratique. Selon la ministre en charge de la justice, nous voulions progresser dans la mise en œuvre en fait de la Haute Cour de justice. Donc étant tous d'accord pour faire en sorte que la loi soit réellement fonctionnelle, s'adapte, permette à la Haute Cour de justice de fonctionner parce qu'elle avait des lacunes. Alors je pense que tous les efforts ont été faits pour que cela soit fait. Il n'y a aucun député qui pouvait s'opposer aux amendements qui ont été portés à la loi organique de 1995. En rappel, la Cour de justice créée en 1995 n'a jamais fonctionné. Avec l'adoption et la promulgation de cette loi, elle devrait être opérationnelle. On en vient à cette plaidoirie formulée par le syndicat autonome des magistrats burkinabés. Il réclame justice dans l'affaire du juge Salifou Nebié mort le 24 mai dernier dans des conditions douteuses, selon les responsables de ce syndicat. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Draman Guéné.
Le 24 mai 2014, le juge Salifou Nébié trouve la mort sur la route de Saponé dans des conditions suspectes selon les magistrats. Aujourd'hui, le syndicat autonome des magistrats burkinabés réclame l'accélération de la procédure judiciaire sur le dossier. Face à la presse, Maître Antoine Kabouré et ses camarades demandent la contribution de tous pour le bon dénouement de l'affaire Nébié. On nous a dit que les auditions se tiennent. C'est que, autant nous appelons, n'est-ce pas, les populations du Burkina, tous ceux-là qui ont des informations, à pouvoir venir, n'est-ce pas, prendre la tâche avec les autorités qui ont en charge du dossier pour pouvoir les aider à avancer. Nous avons aussi invité nos collègues à ceux-là qui sont là, qui ont aussi des informations, à se mettre à la disposition de ceux qui tiennent le dossier pour pouvoir permettre de capitaliser ces informations. Et donc, très bientôt, nous irons aussi nous faire entendre en tant que structure, parce que nous disons que dans cette procédure, nous sommes victimes, pas peut-être au même titre que la famille, mais nous sommes tout de même victimes. Et donc, dans ce sens, nous avons droit à être entendus. L'autre point de cette conférence de presse est la récente déclaration du barreau sur l'existence de dossiers pendants en justice dans lesquels sont impliqués des magistrats. Le secrétaire général du syndicat des magistrats rétorque. Je dis et je le répète, après avoir fait l'état des lieux, il n'y a pas un dossier de magistrat pendant devant un tribunal ou une cour au Burkina Faso. Mais nous, on peut se tromper. C'est pourquoi nous disons aux avocats, s'il y en a, qu'ils nous disent ça concerne qui et c'est devant quelle juridiction. Pour que nous puissions les aider, nous puissions aider aussi ces dossiers à avancer, parce que nous voulons que la justice soit crédible. Si les procédures, il y a des procédures qui concernent des magistrats devant des tribunaux et des cours, je répète, nous serons les premiers à faire le nécessaire pour que ces dossiers-là soient jugés, pour que les intéressés, s'ils sont coupables, qu'ils soient condamnés. Pour Maître Antoine Kabouré, les magistrats ne se reprochent rien jusqu'à preuve du contraire. L'affaire Salifou Nébié suit son cours selon le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Cet après-midi même, il a convié la presse pour faire un point sur le traitement judiciaire du dossier. Une trentaine de personnes ont été entendues à ce jour. Explication toujours avec Draman Guéné. L'enquête ouverte contre X pour l'assassinat du juge Salifou Nébié suit son cours. C'est la conviction du parquet face aux journalistes cet après-midi. Des procédures judiciaires ont même déjà été ouvertes. Un mineur qui utilisait l'un des appareils téléphoniques du défunt a été interpellé. Il a été inculpé du chef de vol aggravé et placé en détention à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou par le juge des enfants. Il ressort pour le moment de l'enquête que ce mineur a ramassé l'appareil sur les lieux des faits et en faisait usage. Ce mineur a été libéré provisoirement le 16 janvier et l'instruction suit son cours. Les officiers de police judiciaire ont pour l'heure auditionné une trentaine de personnes, a poursuivi Désiré Sawadogo. À ce jour, plusieurs actes d'instruction ont été posés. Le juge a ordonné une commission rogatoire. Il a procédé à plusieurs auditions, effectué des transports sur les lieux et ordonné des réquisitions à personnes qualifiées. Dans le cadre de la présente procédure, le procureur demande à toute personne détenant une information utile de l'apporter au parquet ou au juge d'instruction pour faire avancer l'affaire. Autre point de l'actualité, il ne reste plus que quelques jours avant le début des examens pour cette session 2015. Le brevet d'études du premier cycle débute dès ce 2 juin et selon le département des enseignements secondaires et supérieurs, les préparatifs vont bon train. Le budget des examens, lui, se chiffre à plus de 4 milliards de francs CFA. Amandine Lalsaga. Les épreuves écrites, orales et pratiques de l'examen du baccalauréat session 2015 vont se dérouler du 18 juin au 6 juillet 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Celles du BEPC, brevet d'études du premier cycle, du BEP, brevet d'études professionnelles, du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, vont se tenir du 2 juin au 1er juillet 2015. À quelques jours de ces examens, l'heure est au bilan des préparatifs au département des enseignements secondaires et supérieurs. Les épreuves d'éducation physique et sportive du BEPC, du BEP et du CAP ont débuté
le 4 mai 2015 et se sont achevés le 19 mai 2015 sans incident majeur. Cependant, quelques difficultés ont été enregistrées dans l'organisation. Elles sont surtout relatives à l'insuffisance des dotations budgétaires. Le budget de l'organisation des examens et concours de la session de 2015 est évalué à 4 840 779 029 francs. Les examens de 2014, eux, ils avaient coûté 4 159 255 450 francs. Selon le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, des pistes de solutions sont en train d'être explorées afin que les examens se tiennent dans le calme et la sérénité. Filga Michel Sawadgo invite par ailleurs les candidats à cultiver l'esprit de travail et bannir toute idée de fraude pour de meilleurs résultats cette année. Du côté des concours directs, les centres de réception des dossiers pour la ville de Ouagadougou ne désemplissent pas. Le constat est fait par le chef du département ministériel en charge de l'organisation de ces concours au stade du 4 août. Tout comme à l'INGEPS, la visite est guidée par Evelyne Hortense Yelemou. Première étape de la visite du ministre de la fonction publique accompagné du ministre de la jeunesse, le stade du 4 août, l'un des plus grands centres de réception des dossiers avec 41 guichets ouverts de 8h à 14h. Premier guichet visité par les ministres Louada et Dambélé. Visiblement pas de difficultés majeures, juste un problème de table. Autre guichet, autre préoccupation. Cette fois, le problème matériel n'est pas à l'ordre du jour. Ici, les réceptionnistes boudent le repas qui leur est servi. Cela obéit malheureusement à des règles que nous connaissons, c'est-à-dire que nous sommes obligés de lancer un appel d'offres et c'est comme d'habitude, c'est le moins 10 ans qui remporte le marché et on se rend compte à l'exécution qu'il y a des difficultés. Nous essayons de rentrer en contact avec le prestataire pour qu'il améliore la qualité de sa prestation. Si l'opération de réception des dossiers ne rencontre pas d'incident, du côté des candidats, l'heure n'est pas à la joie. Trop de files d'attente, pas assez de guichets. Des échanges directs sont engagés avec les ministres en vue de proposer des solutions. Toute maîtrise, économie, droit, tout, un seul guichet et ça n'avance même pas. On est là depuis le matin. Vous-même vous regardez, vous voyez la situation. On est découragé. Je disais tantôt au ministre, par exemple, les NAREF, et qu'il y avait des vieilles personnes. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on laisse des jeunes qui sont plus aptes à faire ce travail pour recruter ces personnes-là. Autre solution proposée, non pas par les candidats, mais par le ministre de la Jeunesse, l'auto-emploi. La fonction publique, avec n'est-ce pas, le nombre de postes ouverts à peine 10 000, ne peut pas résolver n'est-ce pas, toute la question du chômage. Et c'est pour cette raison, bien entendu, qu'il faudrait que nous essayions de sensibiliser davantage n'est-ce pas, cette jeunesse-là dans l'auto-emploi. Augustin Louada a promis continuer la réflexion avec ses collaborateurs pour que des solutions soient trouvées aux préoccupations des uns et des autres. Actualité politique à présent avec la tournée régionale du MPP qui se poursuit. Nous sommes cette fois dans le centre-nord où le président du mouvement du peuple pour le progrès est allé à la rencontre des militants de 3 localités. D'abord Korsimoro, ensuite Boussouma, puis Kaya. Roch Marc Christian Kaboré avait un même message. Remerciements, encouragement et mobilisation. Le point de la sortie avec Abdoul Rasmané Zongo. Accueil, bain de foule, pas de danse, énumération des doléances, discours de sympathie et de militantisme en faveur du MPP, mouvement du peuple pour le progrès. Voilà l'hospitalité réservée à Roch Marc Christian Kaboré à son escale à Korsimoro. Le président du MPP à son tour manifeste une attitude de gratitude aux populations de cette commune qui ont également pris une part active lors des événements des 30 et 31 octobre dernier, puis leur demande de rester davantage mobilisés derrière le parti, tout en promettant de prendre en compte leurs préoccupations après la victoire à la présidentielle. Le cap est ensuite mis sur la commune de Boussouma avec le même message de mobilisation, vote utile, amélioration du quotidien des populations, une fois le MPP à la tête du pouvoir d'État. La tournée de ce 21 mai s'achève à la place Naba Oubri de Kaya à travers un grand meeting. Il est important dès à présent de commencer à préparer les élections.
Nous avons tous décliné ensemble que l'élection doit avoir lieu le 11 octobre. Il faut que les dates soient bien tenues et il faut que nous nous préparions à assumer cette mission. Nous sommes satisfaits parce que depuis que nous sommes sortis, comme je le dis souvent, nous avons constaté une mobilisation assez conséquente. L'opération de séduction et de remobilisation des troupes du MPP pour accéder au palais présidentiel de Kosiam au soir du 11 octobre se poursuit à travers un périple qui doit toucher intégralement le pays. Chauville disait en titre, la nuit du jeudi à vendredi a été bien longue pour une partie des Ouagalais, anormalement plongés dans l'obscurité, un délestage beaucoup plus long que d'habitude dû à une panne survenue sur des installations de la Sonabel dans le village de Koumbia. Sur place, Amadou Lougué a croisé une équipe de la Nationale de l'électricité à pied d'œuvre pour rétablir la connexion. Les précisions dans ce reportage. 1h30 du matin, les équipes de la Sonabel en plein travaux de dépannage ici à Koumbia dans les Tuy. Elles doivent rétablir l'interconnexion électrique Bobo-Ouaga perturbée par la section de ce câble qui reliait ces deux poteaux distants de 430 mètres. La panne survenue ici vient accentuer le délestage déjà très fréquent ces derniers temps. Cette rupture nous empêche de fournir l'énergie de l'interconnexion à Ouagadougou. Donc, Bobo est alimenté présentement par l'interconnexion, mais ça ne peut pas continuer jusqu'à Ouaga. Selon cet habitant de Koumbia, c'est sous ses yeux que le câble a été rompu et c'est lui qui aurait donné la première alerte. C'est vers 16 heures, le câble est coupé. Donc, moi, je passais pour aller chez moi. J'ai entendu un bruit qui s'est éclaté, paf! Maintenant, quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu que c'est la file de la Sonabel. La Nationale d'électricité a mobilisé les grands moyens pour faire face à la situation. 22 techniciens ont travaillé sans répit toute la nuit du jeudi à vendredi. Ce vendredi matin encore, les travaux se poursuivent. Je voudrais, au nom de la direction générale de la Sonabel, présenter nos excuses à la population de Ouagadougou. La Sonabel rassure que tout devrait rentrer dans l'ordre ce vendredi. Ce n'est pas la première fois que des pannes similaires interviennent dans cette zone. Des études seraient en cours, selon les responsables de la Sonabel, afin d'en trouver les causes. Et Amadou Lougué de nous préciser que les travaux ont effectivement pris fin aux alentours de 18 h. Les techniciens de la Sonabel en appellent cependant à la patience de ses abonnés puisque le retour au respect du programme des délestages ne se fera pas avant quelques heures. Et pour ceux qui ont aujourd'hui l'occasion de nous suivre, nous nous intéressons à cette formation qui se tient à Ouagadougou. Ceux qui en bénéficient sont des cadres du département de l'action sociale. Les nouvelles données sur la protection de l'enfant leur sont dévoilées pour que leur action en la matière soit plus efficace sur le terrain. Claudine Bikaba. De la région du centre et de l'Est, ces acteurs de l'action sociale vont voir leurs capacités renforcées en matière de protection de l'enfant. En 6 jours, ils vont être formés sur l'approche droits humains, sur la théorie des normes, sur la gestion axée sur les résultats et procédures de l'UNICEF. Malgré les efforts fournis, les droits des enfants ne sont pas très bien respectés. Et donc, il faut outiller les acteurs des terrains, notamment de l'action sociale, afin que ces acteurs-là puissent mieux protéger, mieux prendre en charge les enfants, vraiment d'assurer un bien-être de ces enfants. Ces différents acteurs issus de régions différentes ne font pas face aux mêmes réalités en matière de protection de l'enfant. Par exemple, les problèmes que moi j'ai dans ma province par rapport à l'enfant, ce n'est pas la même chose. Et dans une autre province, par exemple, nous avons des enfants privés, le problème d'enfants privés de famille, alors que le droit à une famille est un droit qui est reconnu à tout enfant. Donc, s'il y a des mesures qui ressortent par rapport à cela ou des actions qui vont permettre quand même de soulager ces enfants en détresse dans la province, je crois que ça sera vraiment très bien. Permettre à l'enfant d'être épanoui et d'évoluer dans un environnement propice à son développement physique et psychologique, c'est l'une des missions de ces acteurs. C'est pourquoi cette formation sera étendue aux autres régions du Burkina.
Ouagadougou abrite du 24 au 30 mai prochain l'édition 2015 de la Coupe d'Afrique C2 de rugby à 15. Le Burkina Faso, aux côtés du Niger, du Mali, du Togo, du Ghana et du Bénin, est en lice pour la couronne africaine. Dimanche, les étalons seront face aux écureuils du Bénin pour le match d'ouverture. Davantage de précisions avec Jérôme Tiendrobego. 6 pays repartis en 2 groupes. Poule A, Burkina Faso, Mali, Niger. Poule B, Ghana, Togo, Bénin. Contrairement aux règles en vigueur dans certaines disciplines comme le football, les équipes d'une même poule ne s'affrontent pas. Les adversaires du Burkina s'appellent donc Bénin, Ghana et Togo. Franchement, nos étalons sont prêts et nous comptons garder la coupe au Burkina comme de la même manière que nous avons fait l'année passée. Et nous avons confiance en eux, ils ont confiance en nous, c'est le plus important, et qu'il y ait une communication franche entre la fédération et les joueurs, et que les joueurs comprennent que nous sommes prêts à les aider bout à bout pour pouvoir remporter cette coupe-là. Le Burkina, organisateur et champion en titre, a des arguments à faire valoir. Moi et mes coéquipiers, on est tous concentrés et puis internés là. On essaye avec les différents coachs à mettre des trucs en place. Mais les étalons auraient été plus en jambes s'ils avaient bénéficié de matchs amicaux de préparation. Pour maximiser les chances de conserver leur couronne de roi de la C2 de Rugby Afrique, les étalons sont en retraite aux Comètes depuis lundi pour une préparation méticuleuse. Bassirou Kadio et son équipe savent que l'entrée en matière dimanche contre le Bénin sera déterminante pour une participation qu'ils espèrent très honorable. La politique a longuement été commentée dans les quotidiens de ce 22 mai. Jacques Lamissa Sarpaga signe la dernière revue de la presse de cette semaine. Présidentielle 2015, le rang des pro-Djibril grossit, affiche aujourd'hui au Faso. Un regroupement de 15 partis politiques annonce aux médias qu'il soutient la candidature du général Djibril Bassolé. L'ANC, c'est le nom de ce regroupement qui dit avoir parié sur le bon cheval, car c'est un pur sang. Il a de l'expérience dans les compétitions. Il a un entraîneur, c'est l'ANC, un bon jockey, c'est l'ANAFA, et des millions de supporters burkinabés. De tous les candidats annoncés ou supposés, le général Bassolé se dégage nettement du lot, reprend l'observateur Palga. Parlant des élections au Burkina, le pays commente la position de la CEDEAO, la pression que les autres chefs d'État tentent de mettre sur leur homologue burkinabé est incompréhensible. Pourquoi devrait-il donner des injonctions au CNT, se demande le journal. Plus loin, l'éditorialiste affirme que cette attitude des chefs d'État de la CEDEAO est déplorable. Et c'est du reste une situation qui confirme le sentiment que ces présidents sont loin d'être démocrates. En fait, ils ne sont pas contents de ce que le peuple burkinabé a osé comme acte, l'insurrection qui a emporté celui qui était pour beaucoup un mentor. La couleuvre semble trop difficile à avaler pour le syndicat des chefs d'État, estime le pays dans son dialogue intérieur. Religion pour terminer, bénédiction des couples homosexuels par l'Église protestante unie de France. Au Burkina Faso, l'information a fait l'effet d'une bombe et même en France, nous dit l'observateur Palga. Le pays revient sur le sujet avec la réaction des églises et missions évangéliques du Burkina. La fédération lance un appel à tous ceux qui vivent une situation d'homosexualité et d'autres formes de péché à se repentir et de se réconcilier avec Dieu. Le pasteur Samuel Yamego poursuit, je cite, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous les deux une horreur, ils seront punis de mort et leur sang retombera sur eux. » Le pasteur rappelle en passant le sort de Sodome et Gomorrhe. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir, Norbert Michel Tiendrobego, président du FFS, le Front des Forces Sociales, est décédé ce soir à Ouagadougou. Militant CDR, député à la 3e législature, Norbert Michel Tiendrobego était dernièrement le premier vice-président du Front progressiste sankariste. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 22h15 pour la dernière session du journal.